Donc voilà, moi je voulais te poser des questions parce que souvent quand on rentre dans l'ANONSCO, il y a plein de trucs juridiques qu'on a besoin de savoir, ou pour être assuré, ou pour en savoir un peu plus, mais on peut voir les détails après. Mais en gros, voilà, je voulais faire le tour de la question avec toi parce que tu es au service juridique de l'EDA. Et l'EDA, c'est l'association Les Enfants d'abord. Et voilà, moi ça m'intéressait d'avoir que tu nous donnes ton point de vue déjà. Et la première grande question des parents que je rencontre, c'est mais l'école, c'est pas obligatoire alors qu'est-ce que c'est et tout. Donc voilà, qu'est-ce que... Effectivement, en France, c'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'instruction, et c'est l'instruction de 6 à 16 ans. Et en fait, c'est une formalité très simple. Il suffit d'envoyer une déclaration à la mairie et une déclaration à l'inspection d'académie. Et en général, on envoie cette déclaration à la rentrée scolaire. Il n'y a pas de date précise, mais on peut considérer que durant le mois de septembre, on peut envoyer ces déclarations. Ok. Alors par contre, si on se trouve dans le cadre où ces enfants sont scolarisés, on peut effectivement déscolariser à n'importe quel moment de l'année. Et on a 8 jours entre le moment où on prend la décision de déscolariser et d'envoyer ces déclarations. Il y a 8 jours. Là où là, pour 8 jours. Et la déclaration, on l'envoie Pareil, on l'envoie à la mairie et à l'inspection d'académie. Alors, on conseille aussi très fortement aux familles d'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception au chef d'établissement pour bien prévenir que l'enfant ne fréquentera plus son établissement. Parce qu'on a constaté depuis quelques mois que certains chefs d'établissement signalaient les familles au procureur pour absentéisme scolaire. C'est-à-dire qu'ils préviennent les autorités en gros que l'enfant il va plus à l'école et après c'est compliqué un peu les démarches. Ok, donc ça va, il n'y a pas non plus trop de démarches à faire. Donc à partir du moment où on a fait ces déclarations, on a donc des obligations. Chaque année, tous les 2 ans, il y a une visite organisée par la mairie. Donc le maire envoie en général une assistante sociale qui vient au domicile des parents et qui pose des questions c'est pas une enquête sociale, c'est une enquête à caractère social. Donc c'est vraiment le nom, le prénom des enfants, leur date de naissance. Elle pose des questions sur leurs activités à l'extérieur. Elle regarde un peu autour d'elle dans la pièce pour voir si l'enfant dispose d'un ordinateur ou de livres, tout en sachant que ça n'est pas obligatoire d'avoir un ordinateur chez soi ou d'avoir des livres. On peut très bien aller à la bibliothèque. En général, dans les bibliothèques aujourd'hui, il y a des ordinateurs. Donc voilà, donc elle regarde un petit peu les conditions de travail de l'enfant. Et elle demande aux parents les raisons pour lesquelles ils ont choisi l'instruction en famille. Elle ne s'occupe pas du tout de l'aspect pédagogie. Même si elle ne pose pas de questions sur la pédagogie. Oui. Elle peut, mais on n'est pas, on n'est pas obligé. On n'est pas tenu d'y répondre. Et ça se passe bien en général? En général, ouais. C'est vraiment globalement, ça se passe vraiment plus trop bien. Même si parfois les familles trouvent que c'est un petit peu compliqué de recevoir chez elles quelqu'un qu'elles ne connaissent pas, et notamment une assistante sociale, parce qu'en général, quand il y a une assistante sociale qui se déplace dans une famille, c'est qu'il y a des problèmes. Donc on vient a priori, voilà. Donc c'est parfois un peu délicat, mais bon, ça se passe très très bien, quoi. Ok, d'accord. Et ça peut se passer à domicile comme ça peut se passer à la mairie. On peut très bien rencontrer le maire, on peut très bien... ça dépend aussi de si on est dans un village, si dans une grande ville, etc. D'accord. Ouais, après c'est au cas par cas en fonction de notre famille et comment ça se passe. Et donc ça c'est une fois par an? Ça c'est tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Sachant qu'effectivement si on a un enfant par exemple, si on a eu on a des enfants qui ont été contrôlés l'année A, et si l'année B on a un enfant qui atteint ses 6 ans, ils peuvent revenir pour l'enfant qui vient d'avoir 6 ans. Ses 6 ans. Puis pour le contrôle social, il faut savoir aussi qu'il y a des choses qu'elles ne peuvent pas faire. Comme ce n'est pas une enquête sociale, elles ne peuvent pas demander à avoir le carnet de santé des enfants. Ça, c'est tout à fait... c'est pas du tout prévu par la loi. Et elles ne peuvent pas vous poser des questions sur vos revenus, sur ta religion si tu en as une, etc. Il faut que ça reste vraiment quand même simple. C'est court en fait comme quand elles passent.
Ça peut être court, hein, si elle fait effectivement mais bon, il y a des assistantes sociales qui vont un petit peu plus loin et parfois c'est un petit peu plus compliqué, mais si on n'a pas envie de faire visiter la maison, on n'a pas besoin de faire visiter la maison en l'occurrence, hein, c'est pas du tout de cet ordre-là. Ouais, et il n'y a pas de normes, voilà, comme tu disais, il n'y a pas besoin d'avoir un PC ou un... Non. Voilà. Ouais. Ça serait assez discriminatoire, tout le monde n'a pas les moyens de se payer un ordinateur. Ouais. Alors, et on peut facilement par contre avoir accès à l'extérieur à un ordinateur par contre, ou à des livres, ou dans une bibliothèque. Mais donc il y a des gens auprès de qui, enfin parce que tu dis ça dépend vachement des régions ou des endroits ou des gens, et du coup l'EDA c'est une asso nationale, mais il faudrait peut-être, il n'y a pas des groupes de soutien plus proches de chez moi qui pourraient me renseigner sur les pratiques aussi. Si localement il y a les relais, donc sur le site de l'EDA il y a dans la rubrique, je crois, contact, prise de contact, il y a une page qui s'affiche avec la carte de France, avec les relais et leur numéro de téléphone. D'accord, ça peut être utile tout à fait. de les contacter pour avoir plus d'infos. Ok, et donc ça, c'est le contrôle social, et il y a un autre contrôle... il y a le contrôle pédagogique. Alors le contrôle pédagogique, c'est au moins une fois par an. C'est l'inspecteur qui fait vérifier que l'enseignement qui est dispensé dans la famille est conforme au droit à l'instruction de l'enfant. Donc l'inspecteur peut se déplacer ou alors il va envoyer au domicile ou il va convoquer les familles à l'extérieur du domicile. Il va envoyer soit une conseillère pédagogique, soit parfois ça arrive des professeurs, bon ça c'est plutôt discutable, ou alors des inspecteurs régionaux ou des inspecteurs d'éducation nationale. C'est-à-dire que légalement, quand tu dis c'est plutôt discutable, il y a la loi et puis après il y a la façon de l'appliquer qui peut différer et tout. Voilà. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait il y a effectivement la loi qui est là, mais il y a la façon surtout de l'interpréter. Donc ça c'est vraiment en fonction des académies. Pour une même famille, une année il va y avoir certaines modalités et l'année d'après il y aura d'autres modalités. Donc c'est ça qui est un peu plus compliqué à gérer. Ensuite il y a effectivement nos propres demandes. On est basé sur la liberté de l'enseignement. Les inspecteurs ont l'habitude de faire des contrôles en fonction du programme scolaire. Il y a des familles qui acceptent parce qu'elles sont d'accord avec cette façon de procéder. Et il y a d'autres familles qui ne font pas du tout comme le programme, enfin ne font pas en fonction du programme scolaire. Elles font notamment je pense aux familles qui pratiquent entre guillemets le unschooling, c'est-à-dire ce sont des apprentissages informels où effectivement, comme on considère que l'enfant apprend tout le temps, on ne s'assoit pas à une heure dite à une table pour apprendre quelque chose que le parent ou l'enfant aura décidé. En fait, l'apprentissage s'inscrit dans la vie quotidienne à tout moment de la journée. Donc là, c'est vrai que c'est plus difficile pour le parent de faire admettre ce choix à l'inspecteur, qui ne sait pas faire autrement, d'une manière générale, que d'évaluer en fonction du programme qu'il connaît. Donc c'est plus à ce niveau. Donc, comme la famille se trouve en position non seulement de devoir refuser les tests scolaires, ce qui n'est pas toujours facile à faire admettre par l'inspecteur, alors que c'est une directive qui apparaît dans la circulaire de 1999 où il est bien dit que le contrôle ne doit pas se faire en fonction du programme scolaire, et pourtant c'est vraiment un des points sur lesquels les familles ont le plus de mal, puisqu'effectivement les inspecteurs ne savent pas faire autrement. Donc non seulement les familles qui pratiquent par exemple les apprentissages informels doivent refuser les tests écrits et les tests oraux en fonction du programme scolaire, et c'est vrai que... Elles peuvent aussi les accepter, non ? Parce que j'ai entendu qu'il y avait des... Bien sûr qu'elles peuvent les accepter, voilà. Mais bon, est-ce que ça paraît un peu compliqué pour les parents qui pratiquent d'admettre cette façon d'évaluer. Et ensuite, c'est très difficile aux familles de faire comprendre ce que sont les apprentissages informels aux inspecteurs. Donc, et quand bien même il y a des familles qui ne suivent pas le programme scolaire, qui ne veulent pas des tests écrits et oraux en fonction du programme scolaire, ou elles ne veulent pas que leurs enfants soient évalués par oral et par écrit sur ce qu'elles font. Elles veulent simplement qu'il y ait un discours, qu'il y ait une discussion informelle entre l'enfant et entre l'inspection. Parce qu'effectivement, on peut très bien suivre le programme scolaire, mais ne pas avoir envie d'être noté, d'être évalué, d'être comparé. Donc là, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais c'est tout à fait possible. Ok. Ça, c'est plutôt pour le unschooling, et si on veut, je sais pas, faire des cours, utiliser des supports, tu sais, des cours à distance ou des choses comme ça. Donc là, il y a les mêmes types de déclarations, ou comment ça marche ? Alors, c'est un petit peu plus compliqué depuis la loi de 2007,
ou les 2007 ou non oui 2007, parce qu'en fait à partir de 2007 le code de l'éducation a été modifié et on a rajouté, enfin le législateur a rajouté que les enfants qui sont instruits en famille, y compris dans les établissements à distance, doivent être contrôlés par la mairie. Et certaines inspections d'académie ont intégré ce y compris pour les contrôles pédagogiques. Okay. C'est vrai que nous, on n'est pas tout à fait d'accord avec cette interprétation de la loi, puisque la loi, ce changement a été pris dans le cadre de l'adoption de la loi sur la protection de l'enfance. Donc il s'agissait à ce moment-là de donner plus de pouvoir aux maires. Il ne s'agissait pas de donner plus de pouvoir aux inspections qui ont déjà de toute façon doivent contrôler. Et en plus, dans un cours à distance, le cours à distance, il est contrôlé par un inspecteur. Donc le fait de contrôler le cours et ensuite de contrôler les enfants, ça fait vraiment double contrôle et ça n'est pas justifié. Hein, puisqu'il y a déjà une... Parce qu'un enfant qui est inscrit dans un cours, dans une école à distance, il est scolarisé. D'accord. Et même si c'est un cours privé ? Même si c'est un cours privé, à partir du moment où il est reconnu par l'État, c'est une école. Donc le souci justement, c'est que certaines inspections assimilent maintenant ces écoles à distance à de l'instruction en famille. Et pour autant, le système de déclaration n'a pas changé. Okay. Alors ils essayent dans la pratique de le faire changer, c'est-à-dire qu'ils demandent aux familles d'envoyer directement des déclarations d'instruction à l'inspection, alors que c'est à l'école de le faire. D'accord. Et la formulation que demande l'inspection d'académie, c'est de dire j'instruis mon enfant en famille avec le biais des cours par correspondance. D'accord, ouais, comme ça biaise. Voilà. Donc ça, c'est une interprétation de la loi. Parce que le système déclaratif des cours par correspondance n'a pas changé. Et le système des cours des enfants instruits, enfin, on n'a pas demandé aux familles dans la loi, on n'a pas demandé aux familles qui instruisent, qui choisissent d'instruire avec les écoles, de faire des déclarations à la mairie et à l'inspection. Ça n'est pas écrit. Ouais. Okay. Donc un enfant, pour voir aussi au niveau du statut, donc quand on choisit un cours par correspondance, que ce soit alors le CNED, il faut une autorisation de l'inspection. Toujours, on peut pas toujours le prendre, pour pouvoir être, on peut le prendre à la carte, on peut le prendre en libre. On a le même contenu, on a les mêmes corrections des devoirs, mais il n'y a pas d'avis de passage, etc. C'est pas, voilà, on n'est pas. Alors que quand on a l'autorisation de l'inspection, l'enfant est vraiment scolarisé dans le public à distance. Après, il existe. Mais pour avoir cette autorisation, il faut justifier. Alors, il y a des académies qui les donnent très facilement. Comme ça, à la demande. Ouais. Il y en a d'autres, il faut justifier soit d'une maladie, soit on fait un sport, on fait de la musique, soit on voyage. Donc ça, c'est vraiment très aléatoire. Et quand on veut passer par un cours privé, donc là, il suffit de s'inscrire. Et voilà, sinon le principe est le même, hein, on reçoit les devoirs, on envoie les devoirs et on a des avis de passage. Ok. Et donc là, admettons, moi mon enfant est scolarisé. Si je veux le déscolariser, comment Alors, si on l'a vu, voilà. Donc, mais maintenant, si je veux le rescolariser. Alors, si on veut... Par exemple, si plus tard, lui, il décide de retourner à l'école, comment ça marche ? Est-ce que ces contrôles, ils servent à quelque chose dans ce sens ? Alors, quand on a le même statut un peu que les écoles hors contrat, d'accord ? Parce qu'en général, d'ailleurs, dans la loi, quand on parle des enfants instruits dans la famille, on parle des enfants, des écoles hors contrat. Donc, en fait, on va voir le chef d'établissement. Et soit effectivement, il peut peut-être regarder les rapports, les comptes rendus des inspections, ou alors, comme les enfants qui viennent du privé hors contrat, on leur fait passer un petit examen pour savoir dans quelle classe ils se situent. D'accord. Voilà. Et il y a certains établissements qui ne demandent rien et qui inscrivent simplement l'enfant. C'est vraiment aussi au cas par cas. Oui, ça dépend des écoles. Ça dépend, voilà, exactement. Ouais, la capacité d'accueil et tout. Et ça peut être fait en cours d'année ou c'est obligatoirement oui, tout à fait. Septembre, non, ça peut être fait en cours d'année. Comme quand on déménage, on arrive, on déménage, on peut changer, quand on est scolarisé, on change d'école tout simplement. De toute façon, on est obligé de prendre l'enfant, hein, puisque l'instruction est obligatoire. Donc, Ouais. Et aussi, donc là, c'est toi, tu fais partie de l'EDA, mais en gros, les familles, elles peuvent trouver du soutien où ? Parce qu'il y a d'autres assos en France. Il y a l'association, donc l'EDA étant la plus ancienne. Ensuite, c'est créé CISE, choisir d'instruire son enfant. Et c'est créé aussi l'AIA, plus récemment. Donc voilà, on
on peut être dans une des 3 associations, on ne peut ne pas être dans aucune des associations, dans 2 ou dans 3 associations. Et l'instruction en famille, ça correspond à peu près à combien de personnes aussi, enfin combien d'enfants Alors, en France? Je ne sais pas si tu as des chiffres un peu. Alors les chiffres que l'on a, on estime à 3000 enfants dont les familles se déclarent en instruction en famille, sans le soutien des cours. On estime à 7000, 10 000, entre 7000 et 10 000 les enfants qui sont inscrits dans des établissements à distance privés, et le chiffre a augmenté. D'accord. Et à 18 000, 20 000 les enfants au CNED. Par contre, ça c'est un peu diminué, sachant que globalement aussi le nombre d'enfants qui sont en âge d'être instruits a baissé. Donc le CNED ça a un petit peu baissé, les cours à distance ont un peu augmenté, et dans les associations ça a un peu augmenté, mais c'est difficile de chiffrer puisque tout le monde n'est pas dans les associations. Donc là je donne un chiffre pour les familles qui seraient dans les associations. Donc globalement on arrive à un chiffre minimum à mon sens de 30 000 enfants en dehors du système en dehors de l'école en présentiel. Ouais. Et moi ça me fait un peu, rien que le mot contrôle, ça rappelle plein de choses qu'on a pu vivre, moi j'ai été scolarisée quoi, et on craint vraiment, j'ai l'impression que voilà ça peut être dissuasif. Ça réveille quand même des choses quoi, des peurs ou des choses comme ça, le mot contrôle et te faire contrôler, en plus il y en a plusieurs enfants et tout. Concrètement, on risque, c'est quoi les risques quoi? Alors c'est vrai qu'il y a certaines expressions qui sont vraiment contre ce choix, et qui d'emblée déjà vont dire mais il vous faut une autorisation pour instruire votre enfant. Et en fait non, ça faut que ce soit très clair, l'instruction en famille n'est pas du tout soumise à autorisation. On a une obligation de déclaration, c'est tout. Alors ensuite, effectivement, se pose la question des contrôles. Et effectivement, globalement, même si on constate que depuis 1 an, il n'y a plus d'injonction de scolarisation, en tout cas, nous, au service juridique de l'EDA, on n'a pas eu connaissance d'injonction de scolarisation, de rescolarisation. Injonction, ça veut dire que c'est obligé de le remettre à l'école. Suite au deuxième contrôle, il y a un premier contrôle, l'inspection dit que l'instruction n'est pas suffisante, donc on va organiser un second contrôle, et à l'issue de ce second contrôle, on va avoir un avis défavorable et on va obliger l'enfant à retourner à l'école. Bon, sachant qu'avant d'en arriver déjà à ce second contrôle, il faut qu'on vérifie bien que le premier contrôle a été conforme à la loi, et d'une manière générale, le premier contrôle n'est pas conforme à la loi, donc c'est très facile de montrer aux inspecteurs, voyez, vous faites un contrôle par rapport à un programme scolaire, donc c'est pas du tout le choix des parents, donc vous jugez un enfant sur ce qu'il n'a pas fait, donc le contrôle est faussé. Ouais. Donc en général on n'aboutit pas à un second contrôle. Vraiment là, moi il y a juste eu un cas cette année où on a eu un second contrôle. Et même pour ce second contrôle, comme de toute façon d'une manière générale ces contrôles ne sont pas conformes, même ce second contrôle n'a pas abouti à une injonction de scolarisation. Okay. Donc et de toute façon il y a vraiment de nombreux outils, de nombreuses solutions avant d'en arriver à une injonction. Ouais, on n'est pas bloqué non, à se dire bon ça y est c'est fini. Voilà exactement. Quoi. Ok. Oui, donc il y a une peur à lever là-dessus aussi quoi. De se détacher un peu de ça. Et donc globalement ça se passe bien. Ça se passe bien parce que justement les familles acceptent les modalités des inspections. Et ces modalités, le problème il est là, c'est quand on a fait notre enquête en 2010, en janvier 2010, auprès de plus de 300 familles, on s'est rendu compte malheureusement qu'il y a 80% des familles en fait, qui acceptent ou complètement les contrôles, ou qui les acceptent partiellement, ou qui ont essayé de défendre leur point de vue sans y arriver. Donc 80% c'est énorme. Donc en fait, oui le contrôle se passe bien parce que les familles acceptent les modalités. Mais quand on veut effectivement faire valoir son droit et le respect de ses choix pédagogiques, alors effectivement, il y a l'inspection peut utiliser la menace du signalement. Et pareil, autant effectivement ils peuvent utiliser cette menace. Le signalement au procureur de la République. Dans le cadre de la protection de l'enfance, puisqu'effectivement à partir du moment où l'inspection considère qu'à partir du moment où les parents ne veulent pas, pour eux, ils ne font pas la distinction entre le fait de refuser les modalités qui n'est pas un refus des contrôles. Donc ils jouent là-dessus et ils disent « Ah, vous n'acceptez pas les modalités, donc vous n'acceptez pas le contrôle, donc je vous signale au procureur puisque vous avez refusé le contrôle, donc je suis à même de juger que votre enfant, il est peut-être en danger. » Voilà, okay. D'accord.
pareil, avant d'en arriver là, il y a des recours et il y a surtout de bien faire comprendre à l'inspection que la famille ne refuse pas le contrôle, mais elle refuse les modalités. Et c'est quand même inadmissible aujourd'hui d'en arriver à ce genre de menaces. Comme c'est un rapport de force qu'instaure l'inspection d'académie, quand elle voit qu'elle n'a pas le dernier mot, elle brandit cette menace. Mais alors pareil, cette année, on a eu, je dirais à peu près, en tout cas moins de 10, très largement moins de 10, plus proche de 5 menaces de signalement, et elles n'ont pas abouti. Puisqu'on a été en contact avec les inspections et on a... C'est parce que les familles vous ont contacté et vous êtes intervenu, quoi. Exactement. Okay. Et pour ce qui est des menaces de signalement avérées, il y a eu des non-lieux, c'est-à-dire que le procureur soit fait convoquer la famille à la gendarmerie. Alors c'est pareil, les gendarmes, ils ne savent pas ce que c'est que l'instruction famille, donc en prenant le côté positif des choses, on va justement informer les gendarmes de ce que c'est que l'instruction famille, et en général, ils se demandent ce qu'ils font là. Ou alors la famille, on envoie auprès de la famille d'assistante sociale, pareil, elles sont habituées quand même à des cas, des difficultés sociales beaucoup plus, qui n'ont aucune commune mesure avec le choix que l'on fait. Donc pareil, les rapports sont plutôt positifs, même très positifs. Et sinon, on peut être convoqué aussi auprès du délégué du procureur, j'ai vu ça une fois. Donc voilà, le procureur met en place certaines enquêtes, entre guillemets, ces personnes vont faire un rapport auprès du procureur qui lui va décider de donner suite ou pas suite. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de suite de données à ces signalements. Donc il faut dédramatiser aussi. C'est vrai qu'à partir du moment où on brandit cette menace du signalement procureur, on pense procureur, on pense justice, on pense tribunal, on pense procès. Et il y a un côté très dramatique là-dedans, et moi je le comprends parce qu'on est quand même dans une démarche excessivement positive, qui est justement on va pas non plus exagérer, de protéger nos enfants, mais en tout cas de s'en préoccuper, de s'en occuper. Et on se retrouve signalé au procureur de l'enfance, donc pour... a priori suspicion d'enfant en danger. C'est vraiment le complet paradoxe. Donc c'est vrai que pour certaines familles, c'est un peu compliqué quand même de dire je m'occupe de mon enfant et je risque d'être signalé. Mais ça se voit vite après, que l'enfant il est respecté et que ça va. Voilà, ça se voit vite. Et en même temps, il faut dédramatiser ça, et c'est aussi l'occasion de rencontrer des personnes extérieures à l'éducation nationale et qui, elles, sont confrontées à des vrais problèmes. Et là, on ne comprend pas pourquoi on se retrouve avec des familles. Donc ça peut être intéressant si on arrive à prendre le verre à moitié plein plutôt. Mais bon, moi je comprends que ce ne soit pas si facile que ça à envisager. Mais sincèrement, dans les faits, en pratique, il ne faut pas oublier une chose, c'est que tout ça se passe par courrier. On n'est pas convoqué au tribunal, on n'est pas devant des jurés qui vont nous accuser de quelque chose. Oui, c'est vrai qu'on a cette image aussi. Quand on est signalé au procureur, on a aussi, nous, la possibilité d'écrire au procureur, de lui remettre des documents, de lui écrire une lettre, de lui exposer la situation. Donc on n'est pas du tout démunis. L'association peut aussi écrire une lettre au procureur. Et si je veux tous ces textes et les revoir par rapport au cas de ma famille, où est-ce que je peux les trouver parce que j'ai vu sur le site de l'EDA, il y a quand même pas mal de documentation aussi. Il y a déjà toute cette documentation, il y a toutes les références à la loi, que ce soit au niveau français, européen et international. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est un droit qui est accordé aux parents de choisir en priorité l'instruction pour leurs enfants. Donc ça, c'est quand même très important à dire. D'ailleurs, je te coupe, si on voyage, justement on parlait des gens itinérants, donc on peut demander le CNED, mais aussi on peut demander on peut juste voyager en étant sur des apprentissages ou informels ça dépend du pays, ça dépend du pays, parce qu'il y a des pays qui acceptent l'instruction famille et des pays qui ne l'acceptent pas. D'accord. Et quand on voyage, soit effectivement on a le CNED, donc on est scolarisé à partir de son pays d'origine, soit effectivement on applique la loi du pays dans lequel on est. D'accord, même si on bouge en fait. Alors si tu bouges, de toute façon si tu bouges c'est le CNED quoi. Enfin a priori le CNED là ne peut pas te refuser. D'accord, mais si tu veux pas prendre le CNED, tu dois te rendre en France pour un contrôle ou une fois. Alors a priori ça c'est un peu plus compliqué quand tu es itinérant. Alors on n'a jamais trouvé le cas quoi. Ou alors effectivement tu vas à l'ambassade et l'ambassade va te faire un contrôle. D'accord. Ça, pour l'instant, on a eu des questions par rapport à ça. Okay. Mais en pratique, je sais pas. Et donc sinon, si tu habites dans un pays à l'étranger en fixe, on va dire, tu dépends du pays dans lequel tu es. Voilà, exactement. D'accord. Tout à fait, ouais. Ok. Donc voilà, après, je te remets sur le site de l'EDA, il y a toutes les infos.
Il y a le site de l'EDA, donc si tu n'es pas membre de l'EDA, donc tu as déjà énormément d'informations là-dessus. Tu peux très bien téléphoner au service juridique aussi pour avoir certaines pistes, etc. Et puis l'EDA vend aussi met à la disposition le livret Mieux connaître l'instruction en famille, qui est mis à jour régulièrement. Et ensuite, si tu es membre, tu peux avoir accès au Wikileda, alors là qui est excessivement fourni en informations, avec des témoignages de parents, des lettres, les rapports, etc. Ah oui, des lettres types. Ah oui, des lettres types. Ou alors les rapports des inspections qui sont grisés pour qu'on se rende bien compte de ce que c'est qu'un rapport. Ou alors quand on propose aussi des gestions, pour la gestion, comment gérer le contrôle, comment on peut argumenter si on veut être présent. Parce qu'il y a des inspecteurs qui disent non, vous restez à l'écart, je prends votre enfant seul. Oui, donc voilà. Oui. Donc il y a des arguments pour si on souhaite que le contrôle se passe à domicile. On expose des arguments. On expose des arguments si on veut justement être présent. Donc il y a toute une page consacrée au contrôle pédagogique et aux contrôles sociaux avec toute l'argumentation et toutes les références à la loi pour justifier auprès des inspections nos demandes. Il y a ça. Il y a effectivement les parents qui envoient des rapports au préalable à l'inspection sur ce qu'ils font. Donc il y a des familles on peut justement aller lire ces rapports. Il y a des rapports après le contrôle, écrits par les familles pour se rendre compte aussi de ce qu'on peut faire. Et puis il y a aussi des exemples de rapports des inspections. Donc ça c'est intéressant aussi de voir comment justement les inspections mènent les contrôles et ce qu'elles peuvent écrire suite à ces contrôles. Et il y a aussi effectivement toute la vie de l'association, etc., les rencontres, etc. Ça c'est aussi important. Il y a le journal quand tu es membre de l'EDA. Tu veux dire qu'il y a des rencontres nationales, D'accord. Il y a des rencontres locales. Et dans ces rencontres locales sont évoquées justement la gestion des contrôles, etc. Donc les familles témoignent, donc c'est toujours très intéressant pour les personnes. Oui, parce que du coup l'info est locale. Voilà. Ouais. Et que tu sois adhérent ou pas adhérent, tu peux aller à ces rencontres. Donc c'est intéressant quand tu t'informes et que tu veux savoir comment ça se passe, tu peux très bien venir à ces rencontres pour assister à ces. Et après tu as des rencontres nationales. Et tu as une rencontre nationale une fois par an, en mois d'août, la dernière semaine du mois d'août, où il y a l'assemblée générale et où sont votés, où le conseil se renouvelle, etc. D'accord. Voilà. Oui, ça permet de rencontrer beaucoup de monde. Exactement. Et de prendre part activement à la vie de l'association si on en a envie. L'EDA, c'est combien de personnes à peu près? De familles, on va dire, je sais pas comment. Alors c'est un nombre de familles qui augmente d'année en année, et je crois que c'est de l'ordre de 450-500 familles. D'accord. Donc voilà. Et puis il y a le journal, quand tu es membre de l'association, tu as le journal qui sort tous les trimestres. Alors là c'est pareil, ce journal il est pris en charge par une famille adhérente et elle choisit d'un thème, si elle en a envie. Et puis bien sûr il y a des informations un petit peu plus... l'actualité. L'actualité législative, juridique, il y a des bilans qui sont faits. Moi ce que j'entends c'est qu'on est on est vraiment co-acteur de cette décision de DESCO ou de non-SCO et qu'il y a vraiment des moyens divers et variés d'intervenir. Exactement. Et de faire respecter son choix. Quoi. Tout à fait, ouais. Ça c'est rassurant je trouve. Oui parce que voilà, tu es pas... si tu prends la décision de déscolariser ton enfant, en tout cas de pas le mettre dans le système scolaire, c'est pas nécessairement non plus pour être assisté par une autre institution, entre guillemets. Une association peut être vue aussi comme une institution. Et effectivement, dans les faits, comme tu le dis en pratique, moi je suis maman, j'ai aussi mes enfants qui sont instruits en famille et le jour où j'ai décidé d'être active pour faire valoir mes droits, j'ai même pas eu besoin d'ailleurs d'être au conseil, je suis même pas du tout au conseil de l'EDA, mais je peux tout à fait effectivement prendre des responsabilités et agir. Ouais. Bon bah c'est chouette, ça fait déjà un bon début d'info. La licence, elle stipule donc que tu autorises en donnant cette vidéo la reproduction, distribution et la communication autour de cette création au public. Et tu autorises la modification de cette création, mais selon les conditions suivantes. Fidélité, donc une séquence questions-réponses ne peut être modifiée ou réduite. Paternité, on doit mettre le nom que tu nous dis à la fin, ou coller au générique par exemple, ou en bas, après on verra au montage. Donc si tu veux que quelque chose apparaisse, il faut nous le dire. Pas d'utilisation commerciale, cette vidéo ne peut pas être utilisée, on n'a pas le droit d'utiliser à des fins commerciales. Et partage des conditions initiales à l'identique, c'est-à-dire si quelqu'un reprend la vidéo pour faire quelque chose avec, il doit respecter cette licence. Voilà, t'es d'accord avec ça? Ouais, ok, ouais. Ça va.